te rappelles le petit dinosaure ? Il y a 65 millions d'années, bien avant que le premier humain foule la surface de la Terre, et aussi bien avant que le premier éléphant se rafraîchisse à l'ombre des gigantesques baobabs, bien avant que l'Himalaya n'émerge de la collision furieuse des continents, bref, avant le temps lui-même, le monde était dominé par de majestueuses créatures, les dinosaures. Mais la nature se transformait. Troublée par les gargouillements de son ventre et par les temps qui changent, la terre se tarissait. Les étoiles qui jadis naissaient en abondance sur les arbres se raréfiaient. Les paisibles manche-feuilles, dont la survie dépendait de cette végétation, s'éteindraient bientôt, entraînant avec eux les redoutables dents tranchantes dont ils étaient la proie vers le précipice de l'extinction. Mais au sein des hordes, il se murmure que, bien au-delà des contrées où le grand cercle de lumière disparaît lorsqu'il cède sa place au cercle de la nuit, existe un refuge fertile, où la vie est restée comme avant et où les manche-feuilles pourront survivre. La Grande Vallée. T'es sûr que tu t'y crois pas un peu trop ? C'est pour donner une idée de l'ambiance. Elle fait partie de ce qui permet à la franchise Le Petit Dinosaure de se démarquer de n'importe quelle série d'aventures mettant en scène une bande de jeunes animaux devant mener des expéditions périlleuses de toutes sortes pour toutes sortes de raisons. Or, tu reconnaîtras que le genre est déjà très fourni. Oui, mais d'une part, son style n'est pas l'unique particularité du Petit Dinosaure, et d'autre part, je pense que c'est d'abord sur le terme franchise qu'il faudrait revenir, car c'est le sujet sur lequel il faut être au clair avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, réalisé en 1988 par Don Bluth, à qui on doit également Fievel et le Nouveau Monde et Anastasia entre autres choses, n'a clairement pas du tout été pensé pour être le point de départ d'une franchise. Et contrairement à Madagascar, qui l'un dans l'autre a suivi un peu la même trajectoire, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles est un film beau et ambitieux qu'on redouterait particulièrement de voir gâché par des suites. De plus, à l'inverse de Bernard et Bianca qui pourrait tout à fait ressembler au pilote d'une super série d'aventures, Le Petit Dinosaure ne raconte pas du tout l'origine story d'un groupe d'aventuriers, mais une histoire complète, qu'il n'y a à première vue pas d'intérêt particulier à prolonger. Pourtant, le film a eu des suites. Beaucoup de suites. 13 suites, puisqu'il y a 14 films. 13 plus 1, ça fait 14. Puis une série de 26 épisodes. Qu'on se le dise immédiatement, même en ne sachant pas à quoi s'attendre, il est totalement impensable qu'une franchise aussi longue ne contienne que des chefs-d'œuvre. Et une certaine dégradation graduelle ou brutale est évidemment à prévoir. Ayant abordé le visionnage avec cette notion en tête, nous avons été agréablement surpris que, malgré quelques aberrations, il y a des aliens dans le 7e film, l'ensemble ne perde jamais de vue ses points forts et parviennent jusqu'au bout à proposer quelque chose de fidèle à ses racines. Résumons donc Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Or donc la Terre agonise. Les hordes de manche-feuilles se mettent à migrer séparément mais dans la même direction, celle de la légendaire Grande Vallée où ils pourront survivre à la fin du monde. Même dans ce contexte sinistre, le cycle de la vie se poursuit et le bonheur reste permis. Ainsi, c'est pendant cette migration désespérée que naît le dernier long coup de sa horde. On lui donne le nom de Petit Pied parce que... il a des petits pieds, vu qu'il est petit tout court, je suppose. Petit Pied passe les premiers temps de sa vie avec sa mère, son grand-père et sa grand-mère, tandis que d'autres enfants d'autres espèces naissent au sein de leurs hordes respectives. Il apprend que les étoiles d'arbre sont devenues rares et qu'il faut les économiser, que les hordes ne se mélangent pas parce que c'est comme ça, et qu'il faut à tout prix trouver la Grande Vallée. Mais un jour, suite à une altercation avec un dent tranchante, Petit Pied et sa mère sont éloignés de la horde par une grande trembloterie. Le terme ne sera pas gardé dans les films suivants où on dira bêtement tremblement de terre, on y perd quelque chose en termes d'ambiance. Une grande trembloterie donc, qui a créé une crevasse dans le ventre de la terre, et la mère de Petit Pied, vraisemblablement affaiblie par son combat avec le dent tranchante, meurt après avoir rappelé à son fils l'importance de trouver la Grande Vallée. Tous les résumés, wiki et même mes souvenirs de quand j'étais petit s'accordent à dire que la mère de Petit Pied a été tuée par le dent tranchante. Mais non, elle est encore debout à la fin du combat. Ce sont vraisemblablement les éboulements dus au tremblement de terre qui ont raison d'elle. Vu que les films eux-mêmes semblent considérer que c'est le dent tranchante qui l'a tuée, partons du principe qu'elle aurait parfaitement pu survivre si elle n'avait pas été épuisée par son combat juste avant. D'autres enfants se retrouvent isolés de leur horde suite à la grande trembloterie. Becky, la grande bouche, ou la nageuse si vous préférez, Petri, le volant qui n'a pas encore appris à voler, et surtout Sarah, la trois cornes, éduquée par son père à la brutalité et à l'orgueil traditionnel de son espèce, est particulièrement rétive à s'associer à d'autres dinosaures pour trouver la Grande Vallée. Partant de là, il y a un côté magicien d'os. Petit Pied devra accepter la mort de sa mère, Petri devra apprendre à voler, Becky devra... pas faire grand chose, mais elle se retrouvera à adopter un bébé queue à pointe dont l'œuf a été abandonné dans la désolation et qu'elle baptisera Pointu, et Sarah devra surmonter son orgueil pour que nos héros puissent travailler de concert à vaincre le dent tranchante qui a survécu et leur barre la route, pour enfin atteindre la Grande Vallée et y retrouver leur famille.
C'est un film charmant qui mérite sa réputation de grand classique. Mais au-delà de ça, plusieurs choses frappent quand on le regarde enfant, et d'autres frappent quand on le regarde adulte. Ce qui frappe quand on le regarde enfant, quand on est le public cible et qu'on est donc en plein dans sa période dinosaure, c'est le choix fait par les dialogues et la narration de ne pas utiliser les vrais noms des dinosaures pour les désigner. On a droit à du long cou, volant, dents tranchantes, trois cornes, alors qu'énormément de gamins de primaire connaissent le nom d'au moins 4 espèces de sauropodes pouvant correspondre à celles de petits pieds, que beaucoup savent ce que c'est qu'un pteranodon, et que la plupart des gens ont déjà entendu parler de T-Rex et de Triceratops. Et alors ? Et alors ça fait bizarre. Au choix ça crée de la confusion ou ça énerve. Les enfants font confiance aux adultes pour leur dire la vérité. Et l'intention derrière ce choix des dialogues n'est pas nécessairement compréhensible pour l'enfant un peu obtus que j'étais. J'étais capable de comprendre que si on considérait les pteranodons comme des manchefeuilles alors qu'il était couramment admis que c'était des reptiles volants carnivores, au passage pas des dinosaures, c'était pour avoir parmi les gentils un personnage devant apprendre à voler. Mais le coup des noms ça choquait. T'étais quand même un sacré chipoteur quand t'étais gosse. Les dinosaures de ce film n'ont pas plus de raison de savoir comment les humains du XXe siècle appelleront leur espèce que les survivants de Cadillac et dinosaures n'ont de raison de le savoir. Évidemment qu'ils ont leur propre vocabulaire. Le public cible de Cadillac et dinosaures est plus âgé. Le spectateur se met à la place de cette nouvelle humanité et comprend l'intention. Celui du petit dinosaure reste un gamin pour qui un triceratops ça a toujours été un triceratops et ce sera toujours un triceratops. Quitte à être scandalisé, c'est plutôt le fait que les dinosaures survivent à leur extinction qui aurait dû t'énerver. Non ça allait. Tout obtus que j'étais, je connaissais le fantasme du « cette chose supposée avoir disparu a en réalité survécu mais elle se cache ». Et l'idée d'un petit groupe de dinosaures ayant survécu à ce qu'on appelait à l'époque la crise Crétacé-Tertiaire faisait déjà partie de mon imaginaire. Donc j'ai pas plus été choqué par le petit dinosaure que par le dinosaure de Disney qui part sur la même idée. J'étais beaucoup plus choqué par le fait que les voleurs d'œufs dans le film soient des Struthiomimus plutôt que des oviraptors, alors que c'était bien connu que c'était l'oviraptor qui se nourrissait des œufs des autres dinosaures. C'était même dans son nom. Les connaisseurs voient où je veux en venir. En fait, avec le recul de l'âge et des années qui ont passé, on porte un regard tout à fait différent sur ce choix de prendre de grosses libertés avec les noms et caractéristiques de ces animaux. Les connaissances sur les dinosaures ont énormément évolué entre la fin des années 80 et aujourd'hui. Et désormais, on s'en fait une représentation totalement différente de ce qu'on peut voir dans Jurassic Park ou autre. Rien que l'idée qu'ils aient disparu ne correspond plus au paradigme actuel, puisqu'on considère les oiseaux, dont les dinosaures font partie du STEM Group, comme tout simplement les dinosaures actuels. Et on est désormais convaincu qu'Oviraptor n'était pas plus un voleur d'œufs que Struthiomimus. Donc au fond, présenter une version totalement fictionnalisée des dinosaures avec des noms imagés et des régimes alimentaires farfelus permet à la franchise de mieux vieillir que d'autres œuvres sur les dinosaures, car elle fait moins étalage d'erreurs contemporaines. Ça me paraît utile de le signaler. On porte un regard différent sur les libéralités éthologiques du film quand on le regarde en 2025. Mais quand on porte dessus un regard d'adulte, ce qui frappe surtout, c'est que malgré son ambiance un peu sombre, le film s'adresse à un public assez jeune. Plus jeune que le long métrage Disney moyen de l'époque par exemple. C'est un film où tout est tout mignon et présenté lentement avec beaucoup de douceur. La trame est toute simple, il y a relativement peu de péripéties, le spectateur est vraiment pris par la main, et malgré la place importante prise par la mort et le deuil, de gros efforts sont faits pour ne pas brusquer le public et le réconforter chaque fois que c'est possible. Moi ça m'a surpris car ce n'était pas le souvenir que j'en gardais. En voyant le film pour cette vidéo, je m'attendais à retrouver quelque chose de semblable au Disney des années 90 en plus contemplatif. Mais non, c'est un film pour enfants plus jeunes, très bon dans son genre, mais on ne lui rend pas justice si on n'évoque pas ça. À vrai dire, j'ai eu un peu la même surprise en voyant Fievel et le Nouveau Monde, que j'avais également vu enfant. C'est peut-être standard chez Don Bluth quand il met en scène des animaux, vu que j'ai pas le souvenir qu'Anastasia soit comme ça. Bref, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce qui permet à l'ensemble de la franchise d'être plus homogène qu'on ne s'y attendrait. Les 13 films et la série de 26 épisodes qui suivent le petit dinosaure et la vallée des merveilles ont le même public cible que lui, je dirais les 6-9 ans. Ça fonctionne dans les deux sens, ça a un impact sur les choix de sujets abordés et la manière de les aborder, ce qui oblige le spectateur adulte à mettre des lunettes d'enfant pour en retirer l'impression voulue par les auteurs. Mais d'un autre côté, ça crée un cadre dans lequel il suffit de rester pour ne pas se laisser entraîner par un mouvement de franklinisation. On pourrait effectivement craindre que transformer un film autonome en franchise où un groupe de héros enfants vivent des aventures diverses et variées finisse par aboutir à ce que les enjeux régressent et à ce que les intrigues deviennent des prétextes à des leçons de morale basiques, ce qui serait un gâchis sachant que le 1 parle de survivre à la fin du monde. Mais sur ce plan, un juste milieu a été trouvé. Certes, le sujet du deuil, qui était proéminent dans le film, est globalement absent du reste de la franchise, attendu que la mère de Petit Pied ne va pas remourir à chaque film quand même, ce serait comme d'inventer à chaque nouveau film une nouvelle raison pour Iron Man d'être dépressif. Ok, j'ai rien dit. Mais c'est un sujet qui demeure respecté lorsque c'est nécessaire, et c'est le seul qui distingue vraiment le un des autres. Le contexte dinosaure fait que les menaces pesant sur la survie des héros peuvent être mises en scène dans un style compatible avec les enjeux de censure des productions jeunesse. Et donc, même s'il n'est pas forcément question de fin du monde et de mort imminente à chaque instant de chaque film et de chaque épisode, même si la franchise a un rapport ambigu avec le fait que dans le 1 c'était censé être la fin du monde, on y reviendra, nos héros seront tout du long confrontés à des situations extrêmement dangereuses pour eux-mêmes, pour leur famille et pour l'ensemble de leurs espèces. Ça change pas. Soit. Bon, je crois que les gens l'attendent de pied ferme. Va bien falloir qu'on en parle du fait que cette franchise qu'on est en train d'encenser est ni plus ni moins qu'une suite après fin fermée. Bah, le 1 est déjà la suite après fin fermée des dinosaures. C'est un peu court, jeune homme.
Bon, d'abord, par honnêteté et respect envers les fans du premier film qui ont la nostalgie d'un monde dans lequel ce film est seul, il faut reconnaître ce qui est. La franchise Le Petit Dinosaure est construite sur son cadavre qui lui a servi d'engrais. À titre d'exemple, si pour vous le dent tranchante du film est appelé dent tranchante tout court parce qu'il est le dernier de son espèce et que vous voyez une certaine beauté dans sa disparition, le film vous le permet, mais la suite vous contredit. La franchise détruit ce qu'est le film quand il est seul. Qu'on le fasse bien ou mal, raconter la suite de l'histoire après sa fin, c'est changer l'histoire. Simplement, face à ça, mis devant le fait accompli, on peut avoir 3 réactions. Soit on aimait ce qu'était l'histoire avant, et dans ce cas-là, la suite nous a pris quelque chose. On est légitimement en droit de la rejeter. C'est ça qu'on fait quand on peste contre les suites après fin fermée. Nous défendons notre droit, et le droit de tout le monde, à ce qu'une chose à laquelle on tient soit préservée. On ne milite pas pour limiter les possibilités créatives, on se bat pour la protection d'œuvres créées. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Soit on n'aimait pas ce qu'était l'histoire avant. Et dans ce cas-là, la suite nous ouvre la possibilité d'avoir une nouvelle histoire qui nous plaît, même si on a peu de raisons de s'y intéresser, vu que son but officiel est de prolonger l'expérience de l'histoire originale qui ne nous a pas plu. Et même dans ce cas, si quelqu'un venait nous dire « Oui, mais il n'y avait pas le droit de faire ça », nous n'aurions strictement rien à lui opposer. Mis à part bien sûr qu'on n'y est pour rien et qu'on ne fait que constater l'existant. Soit on aime ce qu'est l'histoire après. Et dans ce cas-là, on est obligé de reconnaître que, même si on était bien disposé envers ce qu'était l'histoire avant, on ne devait pas l'aimer tant que ça, puisque la nouvelle histoire qui est venue remplacer l'ancienne nous plaît davantage. Le Petit Dinosaure est dans ce cas de figure. En dépit de ça, comme dit précédemment, nous n'aurions pas de contre-argument contre quelqu'un qui nous dirait que les auteurs n'avaient pas le droit de faire ça. Mais comme cette vidéo porte sur Le Petit Dinosaure, et que si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse d'entendre ce que nous en pensons, voilà. Lorsque j'ai appris qu'il y avait un film 2 et un film 3, j'ai d'abord fait ce que je fais toujours quand j'apprends qu'on fait une suite à une histoire finie. J'ai refusé de regarder ou d'en entendre parler. Pour moi, l'enjeu de l'histoire avait été atteint dans le premier film. Je ne parle pas de la découverte de la Grande Vallée. La découverte de la Grande Vallée, c'est un MacGuffin. Je parle du fait que Petit Pied et Serra deviennent amis. Plus que l'acceptation par Petit Pied de la mort de sa mère, qui est un vecteur d'émotion dans le film, et plus que le fait que Petri apprenne à voler, qui est un détail, le fait que Serra ne veuille pas s'associer avec Petit Pied pour trouver la Grande Vallée est le conflit central du film. L'idée que les 3 cornes ne jouent jamais avec les longs coups parce que c'est comme ça, et que les hordes voyagent séparément est introduite avant même la mort de la mère de Petit Pied. Et Serra est présenté comme co-personnage principal par la mise en scène dès sa naissance. Mes frères ont réussi à me faire accepter de voir le 2 et le 3 en me garantissant que non, Serra n'allait pas redevenir raciste pour qu'il y ait de nouveau une difficulté d'entente interespèce à surmonter. C'était la vérité, et ça m'a permis de constater que le sujet qui pour moi faisait tout l'intérêt du 1, l'amitié interespèce, y était en fait survolé. Le concept y est découvert par les personnages, mais ce sont les films suivants qui racontent comment les héros transmettent cette découverte aux autres dinosaures et les différentes difficultés qui peuvent se poser quand on a à transmettre quelque chose comme ça. Ce sujet est traité plus ou moins bien selon les films, mais c'est toujours le même sujet, et l'ensemble donne quand même un tout cohérent. Et en effet, en revoyant le premier film en ayant à l'esprit ce que le reste de la franchise en fait, on se dit qu'il ne va pas autant au fond des choses qu'il pourrait. C'est à la fois en ça que ces suites le détruisent, et en ça qu'il y a un bénéfice à considérer le 1 comme le pilote d'une franchise, plutôt que comme une œuvre complète dont le reste serait la suite après fin fermée. C'est intéressant ça. N'aurait-on pas pu dire la même chose des animaux du bois de Katsu, dont l'enjeu était également d'atteindre un paradis inaccessible par l'amitié interespèce, mais dont la suite nous a spontanément rebutés ? Les animaux du bois de Katsu est l'inverse du petit dinosaure en fait. La décision des animaux de s'associer de manière contre nature est le point de départ, et le fait d'atteindre le parc du Dain Blanc le résultat durement et chèrement obtenu par conséquence de cette décision. On déroule un développement à partir du fait que les animaux changent radicalement leur mode de vie. Dans Le Petit Dinosaure, la difficulté de Petit Pied et Serra à s'associer est le dernier et seul vrai obstacle à surmonter pour rejoindre la Grande Vallée. La récompense compte moins que le fait que l'événement ait eu lieu. Donc même si la suite des animaux du bois de Katsu n'était pas cette bouillie cynique mortellement ennuyeuse où la moitié des rescapés de la saison 1 meurent dès le premier hiver une fois arrivés au paradis, la remise en cause du caractère définitif de la récompense est plus dommageable que dans Le Petit Dinosaure. Du coup, au final, le caractère paradisiaque de la Grande Vallée est-il remis en question dans les suites ? Pour le savoir, il faudrait les regarder, ces suites. Et il y en a quand même 13, plus 26 épisodes de 20 minutes. Et bah et alors, comme tu le dis, ces suites arrivent à couler de source. Oui, mais à l'époque, j'ai vu que jusqu'au 5. C'est même pas la moitié, il en reste beaucoup après. Bah oui, ça fait 9 films et une saison standard à regarder après, c'est quoi le problème ? Plein de suites. Y a vraiment plein de suites. 2, 3, c'est bien, mais au-delà, ce qui nous charmait n'est plus là.
Au bout de 10, on en est là, de cette franchise-là. Les bonnes idées d'histoire s'épuisent. Impensable que ça tienne. Les personnages se flandérisent. Dans le 7, y a des aliens. Des scènes qui traînent, va savoir où elles mènent. Il y a plein de suites. C'est vraiment trop plein de suites. C'est plus d'efforts que ça n'en mérite. On devrait prétexter une bronchite. Et on pourrait prendre la fuite devant toutes ces suites. Comme dit précédemment, nous avons abordé ce visionnage au long cours en sachant pertinemment qu'il était impensable que ça reste bien jusqu'au bout. J'ajoute que moi, qui avais également vu les films jusqu'au 5, mais à une époque où j'étais encore petit, j'avais même peur d'être déçu par les 2, 3, 4, 5. Au final, verdict ? Très agréable surprise au sens où 1. Il n'y a pas la chute brutale, inexcusable et irrattrapable que nous redoutions, ou 2. La franchise reste, comme nous l'avons dit, fidèle à ses racines, en tout cas suffisamment pour qu'il y ait des trucs bien dans quasiment tous les films et la majorité des épisodes de la série animée, et où 3. La saga réussit non pas une, mais 2 fois à nous faire non seulement accepter, mais aimer un nouveau personnage ajouté au groupe, on y reviendra, mais aussi à construire tout un univers d'événements récurrents et de personnages secondaires mieux respectés dans la durée qu'on aurait pu le craindre. La franchise s'assume elle-même. Jusqu'au 12, les films sont explicitement numérotés et la série de 26 épisodes prend appui sur chacun d'eux. Néanmoins, des défauts s'accumulent avec le temps. Des aberrations se glissent par-ci par-là. C'est rien de le dire, il y a des aliens dans le set. La saga rechigne de moins en moins à mettre des trucs un peu débiles, même si elle fait des efforts méritoires pour les rendre plus intéressants qu'ils en ont l'air, y compris... On y reviendra, et surtout, il y a tout de même des éléments de cohérence qui se perdent avec le temps. Sur la forme, en quoi ces suites sont-elles semblables au 1 et en quoi en diffèrent-elles ? Les films, sans chercher à reproduire exactement le côté grandiose et spectaculaire du premier, ont dans un premier temps eu à cœur d'en préserver l'ambiance musicale et de débuter par une narration solennelle, toujours différente mais conforme au style de celle du 1. En revanche, leur caractéristique majeure qui les distingue du 1 est d'avoir des chansons. Plein d'eau. Il y a vraiment plein d'eau. Oui, c'était pour ça. Chaque film en a 3 originales, sauf le 14 qui en a 4. Le 7 a une reprise d'une de ses propres chansons, le 9 a une reprise d'une chanson du 5 en plus de ses 3 chansons originales. Sur ces 3 chansons, il y a une sorte de tradition informelle d'en avoir une absolument nulle et de bonne voire très bonne. La qualité n'est pas au niveau de Phineas et Ferb, mais ces chansons sont tout à fait appréciables. Les mélodies sont variées et entraînantes mais sans prétention, les paroles sont généralement agréables, la performance quant à elle est disons que les enfants sont doublés par des enfants, et en VO comme en VF, leur façon de chanter est celle de jeunes enfants, c'est-à-dire pas très pro. Toutes les feuilles sur les arbres, tous les nuages dans le ciel, tout me rappelle que nos rêves les plus insensés deviennent réalité. Ça par contre je m'en rendais pas compte quand j'étais petit et j'en ai été un peu déçu au visionnage. Ah, moi j'ai toujours trouvé ça très mignon. Ces chansons sont ce que la franchise a de plus mémorable. On les a en tête toute la journée et la forte impression que les personnages et leurs aventures laissent aux spectateurs est largement tributaire de ces numéros musicaux. Par contre, je peux pas te laisser dire que les paroles sont agréables sans évoquer la première chanson du 10. Dans l'aventure, je m'aventure, et l'aventure, c'est l'aventure. Bah quoi, c'est une rime riche ? T'es sérieux ? Bah les auteurs le sont eux, car cette chanson du 10 est la chanson phare de la série de 26 épisodes. Note la qualité de cette transition. Car oui, les épisodes de la série comportent 2 chansons chacun. Si je compte bien, ça fait 3 x 13 égale 39, plus une dans le 14, ça fait 40, plus 2 x 26, ça fait 52, il y a 92 chansons en tout ? Non. Les chansons de la série sont soit des reprises des chansons des films, que la VF a malheureusement traduites différemment, sans doute parce que les traducteurs ne se sont pas souvenus que c'était des chansons des anciens films, soit des chansons originales créées pour la série elle-même, mais utilisées plusieurs fois chacune. De ces chansons originales, il y en a 5 je crois. C'est difficile de tenir le compte. Mais bref, la franchise comporte environ 45 mélodies, parfois déclinées en plusieurs chansons aux paroles différentes. On ne peut pas aimer le petit dinosaure si on n'aime pas ses chansons. C'est une part trop importante de son identité. On doit l'aimer grâce à ses chansons et pas malgré elles. Elle crée un état d'esprit petit dinosaure et les meilleures d'entre elles peuvent même sauver à elles toutes seules une situation douteuse, voire un film entier. Donc c'est un énorme sujet. Il y a des chansons, 3 par film, sauf le 14 qu'on a 4, 2 par épisode. Si vous ne les attendez pas avec impatience, c'est que la franchise n'est pas pour vous.
Bon, et du coup, pour la question d'origine, le caractère paradisiaque de la Grande Vallée est-il remis en question dans les suites? Globalement non, mais c'est ambigu. Prenons les choses dans l'ordre. Dans l'ensemble de la franchise, la Grande Vallée reste un paradis idyllique comparé au reste du monde. Mais au fil de l'eau, les dialogues et narrations ont tendance à donner une idée trompeuse de la raison pour laquelle les héros et leurs familles s'y sont installés. Ils sous-entendent que c'est parce que les montagnes les protègent des dents tranchantes, alors que pas du tout. C'était tout simplement parce que la végétation était en train de disparaître. Ainsi, ce qu'est le monde hors de la Grande Vallée dans les autres films et dans la série est... variable. D'abord, pour le désigner, les personnages emploient une expression assez étrange, « Mysterious Beyond », traduite successivement par « mystérieux monde » et « lointain pays des mystères », comme si c'était un au-delà inconnu pour eux, alors que c'est de là qu'ils venaient dans le 1. Bah, les habitants du mystérieux monde l'appellent aussi le mystérieux monde, donc bon. Et donc voilà. Puisque dans le cas contraire, il aurait été impossible de faire des suites autres que franklinisées, le mystérieux monde est en fait resté viable afin de rester source de personnages du jour dans les différents films. Malgré ça, on ne renonce jamais à l'idée que le mystérieux monde est dangereux et qu'il ne faut donc surtout pas quitter la Grande Vallée, et on met un moment assez long avant de renoncer à l'idée que le mystérieux monde est très aride et difficilement vivable. L'apparence du mystérieux monde est inconstante. Les environs immédiats de la Grande Vallée sont généralement plutôt désertiques, mais pas toujours et de plus en plus rarement au fur et à mesure que la saga avance. De temps à autre, l'idée que les ressources hors de la Grande Vallée se raréfient est remise sur le tapis, mais apparemment ça reste compatible avec le fait que des hordes nomades aillent et viennent dans la Grande Vallée. C'est pas très cohérent, c'est un vice important de la franchise. Ce qui obéit à une logique plus cohérente, ce sont les enjeux des films et des épisodes. Ils sont variables, mais comme dit précédemment, ils savent rester sérieux. Il arrive que les dinosaures de la Grande Vallée soient de nouveau menacés d'extinction par un tarissement de leur point d'eau ou la dévastation de la végétation par des insectes. À l'époque, chaque film me donnait l'impression d'explorer une nouvelle théorie du XXe siècle sur la disparition des dinosaures. Modification du climat, chute de météorites, destruction de leur nid par des prédateurs mangeurs d'œufs, enlèvement par des aliens. Non, ça, j'avoue, j'y avais pas pensé. Mais le reste, c'était des hypothèses qu'on trouvait couramment dans les brochures grand public sur le sujet et auxquelles les événements des films faisaient écho. Mais c'est pas de nouveau la fin du monde dans chaque film, loin s'en faut. D'autres fois, même si les conditions environnementales dégradées restent un sujet, c'est un seul personnage qui est en danger de mort, et les héros doivent voyager dans le mystérieux monde pour le sauver. Mais bien souvent, surtout à partir du 6, l'enjeu principal a exactement la gravité que les personnages lui accordent, ni plus ni moins, et le danger objectif provient des péripéties. S'il y a souvent au moins un petit voyage vers le mystérieux monde, l'action peut parfaitement se dérouler intégralement dans la Grande Vallée. Toujours est-il que malgré cette disparité, et malgré quelques bouffonneries et aberrations sur lesquelles on reviendra, comme par exemple le fait qu'il y a des aliens dans le set, on est rarement choqué par l'hétérogénéité des enjeux. Ou alors si on est choqué par le concept du film, comme par exemple celui du 11 et celui du 13, on est généralement plutôt rassuré par l'exécution. Dès le 2, et on pourrait dire dès le 1, chaque film est constitué de plusieurs sous-intrigues sans rapport immédiat les unes avec les autres, qui se recoupent plus ou moins tardivement dans le film. Le franklinesque, comme le fait de se faire brutaliser par des bullies qui sont persuadés d'être obligés de jouer les durs pour se faire respecter, côtoie couramment le très dramatique, comme le fait qu'il n'y ait plus d'eau dans la Grande Vallée à cause d'une chute de météorite. Il n'est pourtant pas si facile de se prononcer de manière catégorique sur quels films sont plus légers que quels autres, ni même sur quels passages d'un même film sont plus bouffons que les autres, car l'ensemble est unifié par les chansons, comme on a dit. Quand t'es grand, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Toutes les règles que les grands ont fixées te font rigoler. Et aussi par le fait que les lignes directrices de ces différentes sous-intrigues servent à explorer toujours les mêmes thèmes chers à la franchise. Quels sont ces thèmes ? Il y a d'abord et avant tout celui de l'amitié interespèce. C'est la source principale du suspense dans le 1, et c'est la toile de fond de la franchise. C'est aussi ce qui fait que l'ensemble de la saga est une saga profondément feel-good. L'apport majeur du 2 sur ce thème, et les ramifications de cet apport dans la série, sont un sujet à soi tout seul, donc je propose qu'on le garde pour la fin. Mais on peut commencer par un petit survol. Au fil de la saga, on trouve de nouvelles manières de mettre en scène les difficultés que des espèces différentes peuvent avoir à se comprendre et à vivre en bonne intelligence malgré ces difficultés sans pour autant les nier. Ça peut passer par du racisme un peu bateau comme dans le 4 ou aller vers quelque chose de plus poétique comme dans le 9. Ça peut être abordé sous un angle psychologique comme dans le 13 où on tente tant bien que mal de parler du fait que ce qui est bon pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres, ou dans des situations plus triviales comme dans la série où on met en scène le fait que les animaux rapides auraient tort de croire qu'ils s'en sortiraient mieux seuls sans être ralentis par les animaux lents, ou encore le fait qu'être bipède ou quadrupède c'est vraiment pas pareil. Ça peut aussi être traité de manière plus humaine avec des réflexes claniques qui créent des conflits sous l'angle de la barrière de la langue, ou encore du fait qu'on en vient à se craindre mutuellement à force de vivre dans des univers séparés. À part ça, je dirais qu'il y a 3 grands thèmes qui sont présents dès le début, plus un qui se met en place au fil des films et devient étrangement proéminent dans la série. Il y a d'abord 2 thèmes enfantins qui sont attendus dans ce genre d'œuvre, et donc de bonne aloi. Le thème grandir et le thème la famille. Le thème grandir dans le petit dinosaure naît, comme on l'a dit,
pas traité façon Franklin, c'est-à-dire pas par le biais de leçons de morale visant à rendre les personnages et le spectateur plus matures. La naïveté des personnages principaux n'est généralement pas, à proprement parler, traitée comme un travers à corriger, on y reviendra. Non, grandir, ça veut dire d'abord comprendre et accepter le temps qui passe, que des choses peuvent être amenées à changer, qu'il faut profiter de ce temps qui passe pour apprendre, parce qu'on va devenir grand un jour et avoir davantage de responsabilités, et qu'encore plus tard, il faudra le transmettre à son tour. J'inclus dans cette thématique le fait que Petit Pied doit accepter la mort de sa mère dans le 1, mais aussi le fait que son grand-père tombe malade dans le 4. Il y a une chanson nulle pour confirmer qu'on est bien dans ce sujet-là. La famille... C'est très important. Mais ta gueule! Thème indispensable dans ce type de saga et pour cette cible. Que dire? Tout y est. Avoir un endroit où on se sent chez soi, devoir être à la hauteur des attentes de nos parents, se sentir le vilain petit canard parmi ses frères et sœurs plus doués, avoir un petit frère ou une petite sœur, se sentir délaissé au profit du dernier-né, devoir s'occuper des plus jeunes, préférer sa famille adoptive à sa famille biologique, devoir laisser partir ses proches. Le traitement de ces différents sujets est très hétérogène. Le sujet de l'adoption, traité en détail dans toute la saga, particulièrement dans le 8 par le biais de Pointu, est introduit sous un autre angle pour être survolé dans le 10, et le 14 manque l'opportunité de combler cette lacune. Et j'éprouve en particulier une immense frustration devant le 7e film, qui, indépendamment du fait qu'il y a des aliens dedans, met en scène une situation géniale, où Petrie se laisse influencer par son oncle peu recommandable, pas méchant au final, mais vraiment peu recommandable, malgré les avertissements des autres, et malgré ses propres réserves, parce que c'est son oncle et qu'il a envie de lui faire confiance. C'est un très bon sujet. Mais son exécution est vraiment trop passable pour la qualité d'une telle problématique. C'est pas la coutume dans cette saga qui a plutôt tendance à rattraper des idées faiblardes par une exécution impeccable. On y reviendra. Et donc enfin, dernier grand thème présent depuis le début, plus abstrait celui-là, comment se débrouiller, comment évoluer dans un monde qu'on ne comprend pas. Les dinosaures, enfants comme adultes, ne comprennent pas le monde qui les entoure et sont conscients de cet état de fait. Il leur arrive constamment des choses qu'ils ne savent pas comment interpréter, mais auxquelles ils doivent quand même réagir et donc essayer de leur donner du sens. Paradoxalement, ce choix de mettre en scène les dinosaures comme non pas une civilisation d'animaux anthropomorphisés, qui sont comme nous mais en pleine nature et au Crétacé, mais au contraire comme des animaux primitifs d'un temps très ancien, ça donne une certaine crédibilité à la saga. Déjà parce que ça permet de justifier que les adultes soient très inactifs et inefficaces, pour ne pas dire prodigieusement inutiles, et que ce soit toujours les héros enfants qui, mettant leur énergie juvénile à la recherche d'une solution, se chargent de résoudre le problème du jour. On a tout simplement affaire à des êtres qui ne comprennent pas que si leur point d'eau se tarit suite à une chute de météorite, c'est parce que la rivière est bouchée en amont par des rochers, et qui ne pensent même pas à aller voir. Et ce, même quand ça leur arrive pour la 2e fois. L'esthétique générale est vouée à nous faire anticiper cette limitation des personnages. Comme indiqué précédemment, le noncle et dinosaures de nos choses, étoile d'arbre pour feuille, cercle de lumière pour soleil, cercle de la nuit pour lune, histoire de la nuit pour rêve, et à eux-mêmes, long cou, volant, queue à pointe, 3 cornes, sont des noms descriptifs qui transcrivent bien les limites de ce que les dinosaures savent de leur mystérieux monde. On a beau ne pas avoir gardé trembloterie, on garde l'essentiel de cette terminologie primitive tout au long de la franchise, sauf dans les chansons qui sont un peu à part de la narration. Ça a un intérêt didactique. On ne se met pas au niveau du jeune spectateur, mais encore en dessous, car le jeune spectateur de 6-7 ans en sait déjà plus sur le soleil, sur la mer, sur les rêves et sur les éclipses que les personnages du film qu'il est en train de regarder. Donc, on l'incite, en tant que sachant, à se mettre à la place de l'ignorant pour comprendre comment on peut réagir dans ces cas-là. Ainsi, je pense que ça peut aider l'enfant à ne pas trop se sentir intimidé lui-même quand il se retrouve face à l'inconnu. Je trouve que c'est assez judicieux d'avoir choisi cette approche, même si ça fait bizarre de voir des adultes aussi largués dans une œuvre jeunesse. Face à cette ignorance, que faire? Observer, écouter ce que disent les autres, avoir confiance en ce qu'on sait mais connaître les limites de notre expérience, se faire souffler la solution par des aliens, passons, et savoir comment trouver le juste milieu entre ce qui s'offre à notre expérience sensible et ce qui relève de l'interprétation pour donner du sens au monde qui nous entoure, nécessaire pour ne pas se laisser abuser par des illusions. Cette dernière question fait plutôt partie de l'ambiance du petit dinosaure. Elle reste toujours ouverte. Aucune conclusion n'est jamais livrée dessus. Mais ça finit par faire émerger un thème inattendu, celui des croyances et des religions. C'est un thème surprenant en soi, surprenant dans le contexte aventure de dinosaures au Crétacé, mais également surprenant par la subtilité de son traitement, le naturel avec lequel il émerge du reste, comme tu dis, et surprenant surtout par l'importance qu'il prend. Dans la série animée, je dirais qu'environ 1 épisode sur 5 aborde la question, ce qui est énorme pour un thème comme ça. Il est moins présent dans les films. Néanmoins, si on ne compte pas le sujet de la superstition qui est abordé dans le 6, c'est dans le 10 qu'il est vraiment introduit. Outre que c'est dans le 10 qu'on commence à parler de l'interprétation que les dinosaures donnent à leurs histoires de la nuit, c'est-à-dire leurs rêves, le fil conducteur du 10 est que les longs coups sont instinctivement attirés vers un point précis du mystérieux monde où une éclipse va avoir lieu. Rien de spécialement surnaturel là-dedans.
Un certain nombre d'animaux migrateurs, oiseaux notamment, s'orientent grâce au champ magnétique terrestre. On sait également grâce à des expériences de neuropsychologie sur des gens souffrant de lésions cérébrales qu'il n'est pas nécessaire d'être conscient de percevoir quelque chose pour que notre cerveau traite et utilise l'information reçue. On peut envisager des explications semi-convaincantes à ce qui se passe pour les longs coups dans ce film. Les longs coups ne savent pas ce qui leur arrive, mais les plus anciens se souviennent que leurs aïeux racontaient une légende à propos du cercle de la nuit qui, jaloux du cercle de lumière, est un jour venu le perturber sur son orbite et le projeter vers le sol. Et les longs coups ont alors tendu leur long cou pour le repousser vers le ciel et ainsi sauver le monde. Même principe que pour le reste du grand thème, les dinosaures ne connaissent pas le monde qui les entoure. Le jeune spectateur sait pertinemment que c'est juste une éclipse, que le soleil n'est pas en danger et que les longs coups n'ont rien fait. Mais les personnages ne seront jamais démentis sur cette croyance. Ce n'est pas l'un des trop nombreux sujets du film 10. La série s'est saisie de cet élément un peu mystique et poursuit sur l'idée que les dinosaures ont des rituels, des interprétations téléologiques du monde et même des récits étiologiques. Par exemple, les dinosaures sont conscients de l'évolution des espèces, ça on l'apprend dans le 8e film. Mais dans la série, on apprend que les longs coups en ont une interprétation lamarckienne, mythifiée de la manière suivante. Il y a bien longtemps, alors que le coup des longs coups n'était pas encore long, le cercle de lumière, afin de mieux entendre le chant des étoiles d'arbres lorsqu'elles sont agitées par le vent, a fait grandir les arbres pour faire venir leur cime à lui. Le cercle de la nuit, ému par la tristesse des dinosaures devenus trop petits pour se nourrir, a alors allongé leur cou pour leur permettre d'attraper les étoiles d'arbres. Sans surprise, les croyances des dinosaures prêtent une personnalité aux éléments de la nature et leur religion est centrée sur le soleil. Alors que les mammifères, eux, croient en une divinité qui est une personne semblable à eux mais plus grande, dont ils attendent des réponses qu'ils connaissent déjà. Ce sujet peut être abordé sous l'angle de la superstition qui influence nos actions, sous l'angle plus poétique des histoires racontées au coin du feu, ou un mélange des deux. Il peut aussi bien être question de comment ces mythes peuvent se développer, que de l'importance qu'ils ont pour donner du sens à un monde qu'on ne comprend pas, comme on a dit. Cet aspect des choses contribue par exemple à rendre l'épisode de Noël de la série assez atypique. Mais peut-être qu'on y reviendra quand on parlera de Serra. En parlant de ce qui est atypique, comme faire un épisode de Noël dans une série sur des dinosaures, ou mettre des aliens dans le 7e film, il faut quand même rappeler que la franchise, malgré tout le bien qu'on a pu en dire, regorge d'idées franchement bizarres, voire franchement débiles. Entre les éponymes Minisaurus du 11e film, qui sont ni plus ni moins que des longs coups miniatures, les bidons dorés du 13e film, qui sont des dodos de cartoon, qui détonnent dans une saga qui a commencé par un film grandiose et contemplatif, l'occasionnel délire psychédélique sorti de nulle part, ou les égarements des derniers épisodes de la série, comme le fait de faire un épisode assez générique de Fièvre de l'or dans un contexte qui ne s'y prête vraiment pas, on se demande si ça ne rend pas l'ensemble mauvais. C'est un sujet important qui... Non, on se demande d'abord pourquoi ces idées bizarres ont été eues. Pourquoi il n'y a pas eu un réflexe d'autocensure envers les éléments les plus incongrus qu'on peut trouver dans les films et dans les épisodes. Pourquoi ? Parce que c'est pour les enfants et que pour les enfants on ne se censure pas. Quand c'est pour les enfants on réfléchit moins à ces choses-là, donc quand c'est pour les enfants c'est imprévisible. Pour enfants, on a le droit d'écrire tout ce qu'on veut, tout ce que les adultes sont trop bornés pour accepter. On peut briser tous les codes du moment qu'on s'y prend, d'une façon qui parle aux enfants. Des rollers glaciaires, Des tremblements de terre, à condition d'avoir l'art et la manière. des chansons, Des bêtes naines, des dindons, des aliens. Inutile de se restreindre, c'est pas la peine. Les enfants, c'est capable de comprendre tout ce que tu veux. Sur les sujets abordés, y a une grande liberté. On peut bien déconner avec fierté. Faut juste se rappeler des standards à respecter. Parce que sinon on finit par se vautrer quand on écrit pour enfants. Pour enfants. Pour enfants. Pour enfants. Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, c'est un fait. La fiction jeunesse, c'est très codifié par certains aspects, mais complètement désinhibé par d'autres. On s'autorise des mélanges des genres qu'on s'interdirait pour les adultes. Le coup du génie dans Aladdin qui se met à faire des blagues de 4e mur et à imiter Jack Nicholson, vous l'auriez pas dans un film fantastique pour adultes, à moins que ce soit résolument une comédie. Les films de super-héros depuis les années 90 ont mis un très long moment à accepter de mettre en scène les personnages tels qu'ils sont dans les comics, colorés et extravagants.
Ce réflexe d'auto-inhibition me paraît être l'une des raisons à ça. Peut-être que le côté relax des productions pour enfants témoigne d'un certain mépris envers le public, mais en définitive, on se dit que les enfants ont moins de préjugés. Ils auront moins le réflexe de trouver incohérent que Merlin parte en vacances dans le futur à Saint-Tropez. Et on se dit qu'ils auront moins le réflexe de trouver absurde les Minisaurus du 11 et les bidons dorés du 13. C'est faux, même un enfant a conscience du côté ridicule et bêtifiant de ce genre d'idée. Et, à l'image de ce paradoxe, cette liberté de contenu dans les œuvres de jeunesse présente à la fois des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est évident, c'est que ça introduit de la bêtise dans l'œuvre. Mais les avantages, c'est que ça permet une exploration plus vaste. Dans Le Petit Dinosaure, c'est là encore difficile de rendre un jugement catégorique sur ce que cette liberté induit pour l'œuvre. Les amis imaginaires de la chanson du 9, c'est une idée bête. Les longs coups miniatures du 11, c'est une idée bête. Les espèces de dodos de cartoon complètement cons du 13, c'est une idée bête. Le crabe fanfaron de la série, c'est une idée bête. Ce sont des idées qui ne sont pas raccord avec le style enfantin mais sérieux de la franchise. Cependant, étant donné qu'on est prévenu sur l'existence de la plupart de ces éléments dès qu'on commence le film vu qu'ils figurent sur l'affiche voire dans le titre, on est toujours agréablement surpris par l'exécution. Parce que le niveau de sérieux des enjeux reste toujours le même, y compris dans ces intrigues-là, et parce que ces éléments un peu bouffons sont toujours raccordés aux grands thèmes généraux de la franchise, notamment l'amitié entre espèces et la compréhension mutuelle, il y a toujours une certaine intelligence dans le traitement. Ou en tout cas, plus d'intelligence qu'on en attendrait d'idées aussi loufoques. Franchement, quand on voit ça, on s'attend au pire. Au final, on a droit à un message sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule forme de sagesse, que les principes, les règles de conduite et de prudence qui sont bonnes pour les uns ne le sont pas nécessairement pour les autres, et qu'il faut rester à l'écoute d'autrui et sensible au fait que ses besoins peuvent différer des nôtres. J'irai pas jusqu'à dire que le film 13, qui met en scène ces fameux bidons dorés, est d'une très haute tenue philosophique, loin s'en faut. Mais comme j'ai dit, on s'attend au pire, et ce qu'on nous sert n'est pas du tout le pire. Le film 14, bien moins loufoque, déçoit beaucoup plus, on y reviendra. Et au final, malgré les bêtises du 9, du 11 et du 13, c'est le film 6 qui déçoit le plus dans l'ensemble, car ces bizarreries, quoique moins farfelues que d'autres, mènent à vraiment pas grand chose. Et je dis ça alors que dans le 7, il y a carrément des aliens. Mais ils sont très bien, les aliens du 7. Quoi ? Bon non, t'as raison, on peut pas vraiment dire qu'ils sont très bien. Le Petit Dinosaure, ce n'est pas à proprement parler réaliste. On ne pourrait pas vraiment croire qu'il s'est passé des choses de ce genre il y a 65 millions d'années. Mais dans l'ensemble, ça reste des dinosaures du Crétacé qui vivent dans un environnement de dinosaures du Crétacé. Ça met en scène des choses ordinaires selon les standards du monde réel, vous voyez. Les aliens, ça a rien à faire là et c'est une idée complètement absurde d'en mettre. C'est hors sujet, si je puis dire. Pourtant, je les aime bien. C'est complètement injustifiable. Mais bon, comme justifier les choses injustifiables c'est ma spécialité, je vais essayer d'expliquer. Déjà, il y a leur chanson. Ils la chantent mal, mais elle est très belle. Plus loin que le lointain des mystères, Que le lointain des mystères. écoute ton imagination. Tu fais partie de la création, de ce qui est par-delà, dans le lointain des mystères. On a déjà dit que ça faisait toute la différence dans cette franchise. Mais passons. Le scénario du 7 en général débute très mal. Petit Pied observe pendant la nuit la chute d'une météorite à l'orée du mystérieux monde, et bien qu'un tel spectacle soit courant pour les personnages, il est persuadé, pour une raison qui nous a totalement échappé, que c'est différent d'habitude. Le lendemain, ses amis comme les adultes tentent de le raisonner en lui disant que c'était sûrement une météorite comme les autres, et là, deux énergumènes au visage arc-en-ciel arrivent pour chanter une chanson sur le fait que le monde renferme des tas de secrets cachés, des tas de merveilles à découvrir, donc qu'il faut rester attentif et qu'il serait judicieux d'écouter Petit Pied. Ensuite, le scénario embraye sur l'histoire de l'oncle de Petrie qu'on a déjà évoqué, mais les deux visages arc-en-ciel interviennent sporadiquement pour encourager les héros et leur donner le coup de pouce final, et on finit par acquérir la certitude que ce sont bel et bien des extraterrestres venus sur Terre déguisés en dinosaures pour étudier la planète. Leur but exact est inconnu, mais ils se sentent tenus de respecter la directive première de Star Trek de non-interférence avec les peuples trop primitifs pour maîtriser le voyage spatial. Le mâle, qui s'est pris d'affection pour les héros, a envie de tout leur dire sur les planètes, les étoiles, les trous noirs, etc. La femelle le retient. Du coup, ils trouvent un compromis de bienveillance, et ça donne un truc poétique à la Il était une fois l'espace. Les aliens encouragent Petit Pied à rester ouvert au monde qui l'entoure, à garder une bonne attitude, et repartent dans leur vaisseau spatial en disant que les terriens ne sont pas encore prêts, mais sont prometteurs. Et ça, je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit de la franchise. Ouais, reste que des aliens, ça n'a vraiment rien à faire dans Le Petit Dinosaure. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ces aliens du 7, on est dans la même situation qu'avec les Minisaurus et les bidons dorés. Une idée très bizarre et pas du tout engageante, mais rattrapée par son exécution. On ne peut vraiment pas en dire autant des épisodes tardifs de la série de 26 épisodes, qui eux manquent cruellement d'inspiration. On a évoqué ce fameux épisode de Ruée vers l'or, qui fait vraiment se dire qu'à ce stade, la franchise est à bout de souffle. Avant d'en arriver à cet épuisement, la franchise fait preuve d'un talent remarquable pour nous convaincre qu'elle a des choses intéressantes à dire sur ses personnages principaux. Le fait d'en avoir 5 originaires plus 2 autres dans la série aide, mais n'explique pas tout, car les intrigues ont tendance à toujours concerner plusieurs personnages principaux à la fois. Le titre français, Le Petit Dinosaure, fait référence à Petit Pied.
C'est lui qui reste jusqu'au bout le personnage principal de la saga, et, je dirais davantage dans les films que dans la série, les événements importants ont tendance à davantage le concerner lui que les autres. Ce sont les longs coups, c'est-à-dire les sauropodes en général, qui sont le plus à l'honneur dans la franchise. Les intrigues du 4 et du 6 concernent les longs coups là où elles auraient tout à fait pu concerner les espèces des autres héros, l'intrigue principale du 9 concerne Petit Pied alors qu'elle aurait pu concerner Serra, les Minisaurus sont des longs coups miniatures et pas des 3 cornes ou des nageurs miniatures, c'est Petit Pied qui tient à encadrer les bidons dorés du 13, bref, Petit Pied est plus important que les 4 autres. Pourtant, il n'a pas la personnalité la plus forte. Le fait d'avoir perdu sa mère et d'être élevé par ses grands-parents plus patients et plus sages que les autres dinosaures adultes, lui a permis de développer un caractère calme, réfléchi, prudent, ouvert aux autres. Ses qualités ont leurs limites. Il peut avoir des mouvements d'orgueil, manquer de maturité ou se laisser dépasser par les événements. Il est loin d'avoir toujours raison. Ses failles laissent la place à un véritable personnage de sage. On y reviendra. Petit Pied manque parfois de psychologie lorsqu'il s'agit de concilier son sentiment de solitude sur le plan familial et le fait qu'il a 4 amis inséparables autour de lui. Bon, en d'autres termes, il gère très mal quand une petite long cou d'une horde migratrice veut jouer avec lui mais rejette les 4 autres par racisme, et il passe le film 9 à débiter cette rengaine insupportable de voir en mots, l'ichthyosaure du jour, le frère qui n'a jamais eu. En parlant de famille, comme dit précédemment, il est encadré par ses grands-parents qui, par leur sens de la nuance, font des personnages plus polyvalents que les parents des autres héros, renforçant la centralité de Petit Pied dans la franchise. Comme vous l'avez compris depuis le temps, sa mère est morte dans le 1. Mais quid de son père? Le premier film n'explique pas son absence. Le film 10, celui sur la migration et l'éclipse, a l'idée très étrange, et que personnellement j'aime pas trop en tout cas, de le faire réapparaître. Il était pas mort, il était parti chercher un endroit sûr pour élever Petit Pied quand il naîtrait, mais il a été retenu et lorsqu'il est revenu, la mère était déjà morte et tout le monde était déjà parti. Pensant que son fils avait lui aussi péri, il a rejoint une autre horde de longs coups dont il est devenu le chef, adoptant au passage de jeunes longs coups abandonnés dans la désolation, dont Fonceur. Le fait que, retrouvant son fils biologique, Bron, c'est le nom du père, se retrouve dans une situation délicate vis-à-vis de Fonceur, qui est un jeune garçon agressif ayant besoin d'être encadré, c'est un très bon sujet. Mais le problème, c'est que le 10 a plein de bons sujets, trop pour sa durée, et plutôt des sujets d'arc filet de série que des sujets concurrents pour un seul film. Donc au mieux, il les survole, et au pire, comme c'est le cas de l'histoire de Fonceur, il les traite pas du tout. Le 10e film est extrêmement frustrant et décevant de ce point de vue. Mais la situation finale, où Petit Pied doit choisir entre rester avec son père qui vient de retrouver ou repartir dans la Grande Vallée avec ses grands-parents et ses amis, est très belle et servie par l'une des meilleures chansons de l'ensemble de la franchise. Résultat, c'est comme la bataille finale contre Starro dans Suicide Squad 2, on sort du film avec une très bonne impression, alors que, jusqu'à l'excellente scène finale, il a été plutôt faiblard. Le film arrive à extorquer malhonnêtement une bonne note au jury, et même quand on en a conscience, on n'arrive pas complètement à lui en vouloir tellement la chanson est belle. Nous serons toujours tes amis, même si on nous sépare. Tu resteras dans mes rêves, tu es ma plus belle histoire. On se dit que c'est partie remise pour Fonceur. Or, Bron et lui ne réapparaissent que dans un épisode de la série, et plus pour une intrigue centrée sur Petit Pied que pour une intrigue centrée sur Fonceur. Ensuite, Bron réapparaît dans le 14e film, mais pas Fonceur. Aucune mention de Fonceur dans ce film. C'est complètement inadmissible. Et pour cette raison, ainsi que pour son manque global d'intérêt, le film 14 est en compétition avec le film 6 pour la place de plus mauvais film de la franchise. Pour l'anecdote, Bron nous informe dans le disque que quand il était petit, il s'appelait lui-même Petit Pied. C'est en partie ça qu'il met sur la voie pour comprendre que Petit Pied est son fils. Et ça répond aussi potentiellement à la question qu'on se posait au début sur ce nom. Bref, même s'il a ses humeurs, on retient d'abord et avant tout de Petit Pied que c'est un gentil garçon. Qu'il est, plus précisément, tout le contraire de Serra. C'est une déclaration assez paradoxale, car Serra est de très loin le personnage le plus complexe et par corollaire le plus intéressant du groupe. À ce titre, c'est très pertinent de lui donner en VF la voix d'Elga de Arnold à partir du 6. On dit aussi que certaines nuits, le fantôme de dents tranchantes rôde sous le rocher pour retrouver ses dents et son œil de verre. Et ça va être difficile de dresser un portrait d'elle qui lui rende vraiment justice, à moins d'y passer des heures. Le plus judicieux serait de commencer par parler de son père. Monsieur Trois-Cornes, Topsy de son petit nom, on l'apprend dans le 11 sauf si on a lu le générique de fin du 1, est bourru, agressif, brutal, entêté, orgueilleux, méfiant et obtus. De son propre aveu, quand les choses vont mal, il a besoin d'accuser quelqu'un, c'est plus fort que lui. Il assume jusqu'au bout d'être convaincu que, n'en déplaise aux longs coups qui prennent leurs grands airs avec leur tête qui touche le ciel, ce sont les Trois-Cornes qui ont une âme de gagnant. C'est plutôt un sale type. Mais il parvient qu'à un cas à vivre en bonne intelligence avec les autres dinosaures de la Grande Vallée et même à y imposer une certaine autorité car il est loyal, honnête envers lui-même et envers les autres et quand il prétend agir dans l'intérêt de la communauté, c'est toujours la vérité. Comme il l'explique dans la chanson nulle du 3, il est ce qu'il est par nécessité. Il est flagrant d'après les images et les dialogues qu'il a eu plusieurs filles, dont Serra, que la femelle avec qui il les a eues est morte, que les sœurs de Serra sont mortes également,
à l'exception de la mystérieuse mère des fillettes du 6 dont Sarah doit s'occuper, justifiant par là à la fois son attitude autoritaire envers sa fille et l'attitude bravache et fière de la fille en question, dont elle ne se départ jamais malgré toutes les leçons qu'elle est amenée à apprendre au cours des films. La situation personnelle de Monsieur Trois-Cornes finit par s'adoucir au cours du temps. Je m'attarde pas dessus, les images parlent d'elles-mêmes. Une chose originale pour le père méchant d'un personnage gentil, X n'est pas un seigneur du feu aux ailes, du tout. Envers Sarah, il est sévère parce que c'est son caractère, mais il lui témoigne autant d'affection qu'il en est capable et lui manifeste qu'il est très fier d'elle parce qu'elle est têtue comme lui, autoritaire comme lui et courageuse comme lui. En d'autres termes, le Trois-Cornes élève sa fille pour qu'elle devienne comme lui. Le résultat est mitigé. Sarah ressemble un peu trop à son père pour son propre bien, elle est orgueilleuse, elle se sent obligée d'être la meilleure en tout et de n'avoir peur de rien, et elle s'engueule souvent avec Petit Pied, d'une part parce qu'elle supporte mal que ce soit un leader naturel, d'autre part parce qu'elle est pragmatique là où lui a plutôt tendance à suivre les élans de son cœur et les idéaux et espoirs transmis par sa famille, mais contrairement à son père, elle a des scrupules à se mettre à dos le monde entier avec son caractère. Son refus de suivre Petit Pied est un enjeu majeur du premier film, et malgré un certain... égarement sur le sujet dans le 10, comme dit précédemment, la franchise a eu le bon goût de ne pas la faire régresser sur ce point. En fait, lorsqu'il y a une dispute entre les Petits Pieds ou autres, c'est plus souvent Petit Pied qui se retrouve à faire bande à part et Sarah qui rassemble les autres pour venir lui sauver les fesses malgré lui. Il y a un paradoxe avec Sarah, c'est qu'elle est teigneuse et antipathique, donc en tant que spectateur, on n'a pas envie de l'écouter, mais en fait, elle a rarement tort. Même dans le premier film, si on y prête attention, on constate que le chemin vers la Grande Vallée qu'elle veut faire prendre au groupe, quitte à insulter la mère décédée de Petit Pied pour ça, conduisait effectivement à la Grande Vallée. Quand elle peste contre quelqu'un qu'elle trouve insupportable, c'est parce qu'il y a réellement quelque chose d'insupportable chez ce quelqu'un. Quand elle trouve qu'une idée n'est pas raisonnable, c'est parce que l'idée n'est pas raisonnable. Elle a effectivement un côté un peu Helga. Et donc on se demande un peu dans les premiers films si son antagonisme avec Petit Pied ne serait pas une sorte de vérité fausse numéro 2. Et la jalousie qu'elle éprouve envers Ali, la jeune long-cou du 4e film, donne à penser que c'était bel et bien l'intention des auteurs à cette époque. Mais ce n'est pas poursuivi. Le fait que les dinosaures d'espèces différentes sont d'espèces différentes est trop important pour que l'intrigue s'engage sérieusement sur ce terrain-là sans soulever des questions un peu sans réponse. On n'est pas dans Madagascar. Donc Ali est étrangement absente de situations des films suivants qui auraient justifié sa présence, et la franchise ne met en scène que de la romance entre adultes. On admet que les héros sont encore un peu jeunes pour ça. Petit Pied, voyons, tu es trop jeune pour te préoccuper de bébé. Pour finir sur le côté ambigu des qualités et des défauts de Sarah, elle et son père sont athées. Pour eux, il n'y a rien au-delà du lointain pays des mystères, le cercle de lumière est simplement une boule de feu, et le monde est tel qu'on le voit, c'est-à-dire plat. Une idée étrangement récurrente de la franchise est qu'il n'est pas raisonnable de ne croire que ce qu'on voit, parce qu'on ne voit pratiquement rien, surtout si on est un dinosaure du Crétacé. Autrement dit, on n'est pas du tout dans Raon. Ça entre en ligne de compte dans le 7, où il y a des aliens pour faire une chanson là-dessus, et surtout dans l'épisode de Noël de la série de 26 épisodes. Fort heureusement, ce n'est pas un épisode de Noël, c'est un épisode de solstice d'hiver. Et il y a des séries qui s'en privent pas de faire un épisode de Noël dans un contexte qui s'y prête pas du tout. Là, les auteurs ont fait preuve d'un peu plus de retenue. Mais cet épisode du petit dinosaure tient évidemment lieu d'épisode de Noël, avec chute de neige miraculeuse à la fin pour sauver la situation. Les dinosaures célèbrent le moment où les jours vont commencer à rallonger par des offrandes au cercle de lumière, car, selon la légende, c'est du comportement des mortels, c'est moi qui le dis comme ça, pas eux, que dépend le fait que le cercle de lumière va ou non rallonger sa course. C'est très égyptien antique cette façon de penser, tiens. La plupart des habitants de la Grande Vallée contribuent à ces festivités sans y accorder une importance démentielle, par simple plaisir de participer à un rituel fédérateur. Sarah et son père, eux, trouvent que c'est une imbécilité, parce qu'ils sont farouchement convaincus que le cercle de lumière est juste une boule de feu, que l'été reviendra dans tous les cas, et que ça ne vaut franchement pas la peine de se fatiguer à préparer des festivités pour ça. Mais Petri, lui, parce qu'il est superstitieux de façon générale, croit dur comme fer que c'est important de plaire au cercle de lumière, sinon ce sera la fin du monde. Profitons-en pour présenter Petri. Dès son introduction, c'est un personnage étrangement cartoon. Contrairement aux autres qui ont des voix d'enfants, Petri a souvent celle de Roger Carrel et quelque chose d'équivalent en VO, et parle en Tarzan sans raison apparente. Ses frères et sa mère font des phrases avec une syntaxe normale. Je sais que tu y arriveras. Tu fais toujours de ton mieux. Bonne nuit, Petri. Bonne nuit, maman. Ils pensent moi être incapable de voler avec eux. Quelquefois, moi souhaitais faire partie d'une autre famille. Il était en retard pour apprendre à voler, et du fait de passer son temps avec des dinosaures d'autres espèces, a du mal à se conformer à la façon d'agir ordinaire des volants. Ces drames familiaux sont aussi sérieux et touchants que ceux des autres, mais il y a tout du long son côté mascotte cartoon craintive du groupe. Par ce qui est peut-être un compromis entre le besoin de maintenir son côté froussard et l'impératif qu'il soit aussi courageux que les autres pour sauver ses amis en danger, la série de 26 épisodes le rend superstitieux.
Quand on a besoin de quelqu'un pour dire que telle ou telle chose est réputée porter malheur, ce quelqu'un, c'est lui. Et donc, dans l'épisode de Noël, il est l'enfant qui croit encore au Père Noël, et Serra, l'enfant qui ne croit pas au Père Noël et doit apprendre à rester silencieux face aux enfants comme Petri pour les laisser faire leur parcours normal. C'est une interprétation assez raisonnable de ce qui se passe dans l'épisode, car rappelons que Le Petit Dinosaure est une franchise pour jeunes enfants et que ce sujet, ici abordé de façon allégorique, est pertinent dans une optique éducative envers les petits, mais son insertion dans le contexte très particulier de la religion des dinosaures lui donne une portée plus générale, et cet épisode peut s'interpréter, dans la continuité du thème global des croyances, comme véhiculant un ensemble de messages sur la fonction des mythes et sur l'attitude à adopter envers la foi des autres, et la nécessité d'accepter de faire des activités en famille même si on ne les trouve pas intéressantes, par convivialité. Petri et Serra sont les seuls à se prendre sérieusement la tête sur ce genre de choses. Petit Pied et Becky n'ont pas d'angoisse métaphysique vis-à-vis du cercle de lumière. Becky n'a pas beaucoup d'angoisse métaphysique tout court. J'hésite à dire que c'est le Jack William Dalton du groupe, car sa personnalité est tout à fait définie. C'est juste qu'elle consiste à être toujours positive et toujours d'accord avec tout le monde. Son tic de langage, oui, serait un ajout de la jeune actrice qui la doublait en VO dans le 1, et est passé à la postérité en raison du fait divers sinistre dont cette actrice a été victime peu avant la sortie du film. Mais il résume bien le personnage. Tu la protèges bien, hein, Petri. Oui. Quelques intrigues portent sur ses difficultés à se faire respecter malgré sa petite taille, le fait qu'elle sache mieux nager que les autres intervient de temps en temps, mais sa caractéristique principale est d'être la grande sœur de Pointu. Lorsque Pointu est clos dans le premier film, il prend Becky pour sa mère. Mais par la suite, il est pris en charge par la mère de Becky, et Becky s'occupe de Pointu comme d'un petit frère. Pointu ne parle pas. La franchise change clairement d'avis en cours de route sur quelle en est la raison. Dans les premiers films, il paraît évident que c'est parce que c'est un bébé et qu'il apprendra à parler en temps voulu. Dans le 4e film, il prononce un seul et unique mot, Becky, et n'en prononcera plus jamais aucun autre. Étant donné que les années passent, que Becky parlait dès sa naissance et que Pointu ne parle toujours pas, il devient apparent qu'il est tout simplement muet. C'est une caractéristique personnelle, car on constate dans le 8 que les enfants de son âge de son espèce parlent ordinairement. Pointu a des besoins alimentaires très importants, typiques des queues à pointe. De ce fait, il se comporte de manière plus animale que les autres. Et dans la même veine, il lèche les autres pour leur témoigner son affection. Bien qu'il cesse totalement de le faire dans la série de 26 épisodes, celle-ci considère que Pointu est plus ou moins comme un animal de dessin animé. Dans l'épisode qui est de son point de vue, on constate qu'il parle dans sa tête et qu'il comprend à peu près ce qui se passe autour de lui d'après le contexte, mais qu'il ne comprend pas ce que disent les autres quand il parle. Comme Hubert dans les Razmoquettes, il les entend marmonner des onomatopées, sauf certains mots qu'il entend distinctement. Ça me paraît pas cohérent avec ce qu'il est dans l'ensemble des films et des épisodes. Cet épisode du point de vue de Pointu est l'un de ces fameux épisodes tardifs moins inspirés. On y apprend également qu'il a une opinion très mitigée sur ses amis, qu'il trouve trop aventureux et déraisonnable. C'est une interprétation assez triste de son personnage. Mieux vaut ne pas trop en tenir compte. Oui, comme tu dis, ces derniers épisodes sont bizarres. Dans le tout dernier, on voit réapparaître les bullies du 3e film. Leur écart de taille avec les héros a drastiquement diminué, et on sait pas trop si c'est réellement parce que les années ont passé, ou si c'est parce qu'à ce stade, la série a un peu perdu les pédales. La question de l'animalité de Pointu pose celle des dinosaures en général dans la saga. Elle est ambiguë. Comme dit précédemment, les dinosaures connaissent mal le monde qui les entoure. De plus, il va de soi que l'existence des adultes est principalement consacrée à se nourrir. Les quadrupèdes sont limités par leur absence de mains, les bipèdes n'utilisent pas d'outils non plus, même si dans la série, les héros jouent plus ou moins au foot. Mais à part ça, les manchefeuilles sont quand même collectivement l'humanité de cet univers et ont un langage universel. Ce langage s'apprend, tous les animaux ne le parlent pas naturellement. Dans le film 4, les mammifères ne le parlent pas, mais dans la série, ils le parlent. Les animaux aquatiques le parlent ou non, bien ou mal selon le cas. Les dents tranchantes ne le parlent pas. Ils grognent. Par dents tranchantes, il faut comprendre tout prédateur qui chasse les dinosaures vivants, c'est-à-dire pas seulement les œufs. La variété de dents tranchantes la plus nombreuse est le Deinonychus. La variété la plus dangereuse et la plus emblématique est le T-Rex. On apprend dans le film 5 que leurs grognements sont en fait une langue qui parle entre eux et qui est sous-titrée quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pas souvent. Ainsi, on résout le problème standard des mondes d'animaux. Ici, à quelques exceptions près, les prédateurs et leurs proies vivent dans des mondes linguistiques séparés, et on n'a pas une méga société où la moitié attaque et tue l'autre pour se nourrir. Mais dès le 2e film, qui avait la mission difficile de convaincre de son intérêt par rapport au 1, la franchise a décidé de s'intéresser à la question de la possibilité d'une coexistence entre les manchefeuilles et les dents tranchantes. En essayant de récupérer un œuf récemment pondu par la mère de Becky qui vient d'être pris par des voleurs d'œufs, les héros rapportent par erreur dans la Grande Vallée un autre œuf trouvé dans le mystérieux monde. L'œuf est clos et surprise, c'est un bébé dents tranchantes. Et pas juste un quelconque ventre qui traîne ou autre dent pointue. Non, un vrai de vrai, un T-Rex. Les héros, hésitants, finissent par décider d'essayer de l'élever à devenir un manchefeuille. C'est manifestement pas possible. Par contre, il peut manger des insectes. Petit Pied lui donne alors le nom de Gober. Malgré ses débuts encourageants, des difficultés assez sérieuses se posent et de fil en aiguille, même si c'est bien pratique pour les héros d'avoir un dent tranchante avec eux pour faire fuir les voleurs d'œufs, et même si Gober s'est pris d'affection pour ses petits parents adoptifs, il apparaît qu'il est plus raisonnable de le rendre à ses vrais parents.
On retrouve Gobber par hasard dans le 5e film. Surprise, non seulement il se souvient très bien de Petit Pied et de ses amis, mais en plus il a passé suffisamment de temps avec eux pour être capable de parler le langage des manchefeuilles. En le sauvant de la noyade, les héros réussissent même à persuader les féroces parents de Gobber de renoncer à les manger, ce qui, dans le contexte, est énorme. Mais le fait que Gobber a des besoins alimentaires de dents tranchantes reste une barrière infranchissable. Tu es ce que tu es et je suis ce que je suis. On n'y changera rien du tout, mais on est quand même des copains, pas vrai? Très bon sujet, très émouvant. Arrive alors la série qui décide de faire de Gobber un membre permanent de l'équipe des héros. Puisqu'il est impensable que ses parents se mêlent aux adultes de la Grande Vallée, les auteurs ont trouvé une astuce. Gobber est pris en charge par une fille de l'âge de Petit Pied et des autres, Ruby, une fast runner, c'est-à-dire un oviraptor. Vu que c'est un oviraptor et que je date du XXe siècle, j'ai cru en voyant Ruby que les auteurs intégraient 2 carnivores dans l'équipe des gentils. Mais non, dans le petit dinosaure, les fast runners sont omnivores, donc le régime alimentaire standard de la Grande Vallée convient à Ruby. Ruby a quelque chose de fascinant. Intégrer un nouveau personnage pour relancer la série, c'est une idée foireuse. Minus et Cortex comme les Simpsons en ont fait un gag. Ça ne marche jamais, le nouveau personnage fait figure d'intrus, il n'a de passé commun ni avec les autres personnages ni avec le spectateur, et on nous demande d'accepter de faire un peu comme s'il avait toujours été là. Or à l'instar de beaucoup d'autres choses qui ne fonctionnent nulle part ailleurs que dans le petit dinosaure, comme le fait de faire 14 films par exemple, Ruby passe non seulement comme une lettre à la poste, mais gagne sans problème l'affection du spectateur. Elle occupe dans le groupe un poste qui restait à pourvoir même si on s'en rendait pas compte avant son arrivée. Celui d'intellectuel, de sage. Elle est plus réfléchie que les autres, et ses opinions sont toujours prudentes et raisonnables. Pour cause, en fait, elle fait surtout des lapalissades. Si tu me le dis, je le saurai. Les problèmes ont tous une solution, sauf ceux qui n'en ont pas, etc., etc. Moi aussi, j'adorerais voir la créature de mes propres yeux. Oui, en fait, c'est la seule façon de la voir. Dans d'autres contextes que le petit dinosaure, ça passerait pour un simple gag sans plus, mais en l'occurrence, c'est la palissade ont le mérite d'être rationnelle et de recadrer le débat, ce qui est bienvenu sachant que les dinosaures sont souvent un peu dépassés par les événements. Ruby est vraiment adorable. Elle essaye rarement d'imposer son point de vue et se consacre entièrement à la réflexion et au fait de s'occuper de Gobber. Donc on l'accepte très bien, et on regrette qu'elle n'apparaisse que dans le 14e film pour y jouer un rôle secondaire. Par contre, vous avez dû trouver qu'il y avait quelque chose d'un peu flou dans notre résumé des circonstances de son introduction dans la série, hein? C'est normal. La série commence in media res, les héros connaissent Ruby depuis un moment, et son arrivée dans la Grande Vallée avec Gobber ne fait l'objet que d'un seul et unique bref flashback, et de plusieurs sous-entendus qui donnent à penser que les scénaristes avaient un projet d'intrigue de fond très ambitieux, auquel ils n'ont finalement pas donné suite. Voici ce qu'on comprend d'après tous les sous-entendus qui sont faits. On se gourre probablement sur certains détails, mais c'est en gros ça. Un jour, un dent tranchante particulièrement gros, particulièrement audacieux et particulièrement méchant, grande mâchoire, a fait son apparition dans le mystérieux monde. Avec sa bande de dents pointues, il y fait régner la terreur et a rompu l'équilibre qui y existait. Les parents de Gobber ont fini, d'une manière ou d'une autre, par souffrir de cette situation. Alors ils ont eu une idée. Envoyer leur fils dans la Grande Vallée auprès de ses amis manchefeuilles dont il comprend le langage, afin qu'il y apprenne comment les dinosaures de la Grande Vallée font pour s'entendre alors qu'ils sont d'espèces différentes, de manière à ce que les dinosaures du mystérieux monde puissent profiter de ce savoir pour s'unir et battre grande mâchoire. Un événement inconnu a provoqué la disparition des parents de Gobber, mais ils ont eu le temps, dans l'intervalle, de confier Gobber à Ruby en lui demandant de veiller sur lui et de faire avec lui ce voyage d'études vers la Grande Vallée. Pourquoi Ruby ? Allez savoir. Notre meilleure hypothèse, c'est qu'il fallait que ce soit une créature omnivore qui puisse se contenter d'un régime à base de feuilles pendant le temps qu'il faut, que ce soit un enfant pour que les adultes de la Grande Vallée ne se sentent pas menacés par sa présence, et quelqu'un de particulièrement mature et raisonnable pour jouer les babysitters auprès de Gobber, qui est quand même encore très jeune. C'est dû par cette idée, les parents de Ruby terminent les préparatifs pour cette mission diplomatique lorsqu'ils sont attaqués par Grande Mâchoire, obligeant Ruby et Gobber à fuir ensemble de manière prématurée pour demander asile dans la Grande Vallée et y mener à bien leur projet. Vachement cool comme idée, non ? Bon bah visiblement, les auteurs y ont renoncé assez précocement lors de l'écriture, et de ce projet initial, à part les allusions dans les dialogues, il ne reste rien, de rien. Du tout. Grande Mâchoire, le méchant principal de la série, apparaît très peu, et même la situation personnelle de Ruby, séparée de sa famille lors de l'altercation avec Grande Mâchoire, est totalement incohérente. Ses parents sont vivants, elle le sait, mais elle n'essaye de les rejoindre qu'à l'occasion d'un épisode pour une raison qui n'a rien à voir. Passons. Puisque tout ça a été totalement négligé au profit du statu quo proposé par la série, intéressons-nous à ce statu quo. Car lui, il est approfondi. Gobber. Gobber est tout mignon, tout gentil, encore assez bébé, mais il a surmonté ses instincts carnassiers du 2 et du 5, et ne se nourrir que d'insectes lui suffit complètement. Mais c'est un dent tranchante, et cet état de fait n'est anodin pour personne. Ainsi, comparé au film, la série a 2 sujets préférés. Les croyances, comme on l'a dit, et donc, le fait que Gobber est un dent tranchante. Sur au moins la moitié de la série, tous les épisodes en font un sujet. Et entre sa physiologie particulière, son flair de prédateur qui peut être bien utile aux manchefeuilles, et les malentendus dont il peut faire l'objet, ce sujet est abordé sous toutes les coutures. Ouais, j'ai une critique à adresser à son traitement.
Dans à peu près chaque épisode de la série, il y a quelqu'un pour mal réagir au fait qu'il y a un T-Rex dans la Grande Vallée. Cette réaction est traitée de la même manière que l'était le racisme entre les différentes espèces de manchefeuilles dans le 1 et dans le 4 par exemple. Or c'est pas du tout la même chose et ça me paraît contre-productif et dangereux de faire comme si ça l'était. La peur et le mépris sont des sentiments très différents et la réponse à y apporter n'est pas la même du tout. Les gens que vous méprisez vraiment, vous n'avez pas besoin de les massacrer ou de les chasser de votre grande vallée. Vous vous contentez de leur marcher dessus sans faire attention ou à la rigueur de vous amuser de combien ils sont ridicules. Vous pouvez tout au plus vous amuser à leur jouer des sales tours parce que vous vous ennuyez. Et là, effectivement, vous avez bien besoin qu'on vous rappelle que vous n'êtes pas le centre du monde et que vous devriez être moins étroit d'esprit. Mais si vous ressentez le besoin de détruire l'autre ou de l'éloigner, c'est que vous êtes convaincu que vous êtes en danger en sa présence. Et dans ce cas, vous n'allez pas vous calmer simplement parce qu'un vénérable grand-père Lonkou vous dit d'être ouvert d'esprit. D'autant moins si l'objet de votre peur est réellement un T-Rex et a réellement besoin de manger de la viande pour survivre, et que votre peur de lui n'a rien d'irrationnel. Ce que vous avez besoin d'entendre, c'est « Gobber ne mange que des insectes », qui par chance ne sont pas des personnes parce qu'on n'est pas dans J'ai l'œil et le bon, et il est très content comme ça, il ne nous attaquera pas. Il faut attendre le 14e film pour que quelqu'un daigne le dire clairement. Ce quelqu'un, c'est Ruby. Inutile d'avoir peur de lui, monsieur Bras Sauvage, il ne mange que des insectes. On vous a dit qu'elle était adorable. Mais avant ça, c'est systématiquement évacué comme une simple question d'ouverture d'esprit. Je trouve qu'il y a une confusion sur le vrai sujet. Mis à part cette confusion des dialogues, qui peut être mise sur le compte de ce même caractère primitif des dinosaures qu'on évoquait plus haut, les problématiques liées au fait que Gobber soit un dent tranchante qui vit parmi les manchefeuilles sont malgré tout un bon sujet. L'importance qui lui est donnée dans les épisodes est tout à fait satisfaisante, et digne du reste de la franchise, dont l'amitié interespèce est le sujet central. C'est vraiment dommage que l'idée de scénario que nous avons évoquée n'ait pas été poursuivie. L'entente entre les manchefeuilles et les dents tranchantes est la frontière ultime, le dernier obstacle à dépasser pour offrir une véritable conclusion sur ce thème. Et on aurait pu mettre un point final à la saga par la création dans la Grande Vallée d'une société à la zootopie ou quelque chose allant dans cette direction. Ça aurait été un bon moyen pour la franchise de retomber sur ses pieds et de pouvoir tout de même avoir une fin, même en ayant renoncé une première fois à en avoir une. Au lieu de quoi, le petit dinosaure se termine par un 14e film malheureusement très quelconque, sorti après la série il y a bientôt 10 ans. Rien ne s'oppose à ce que la saga se poursuive, quitte à ce que ce soit dans le but de lui donner une conclusion comme l'a fait Arnold avec son fameux Jungle Movie, sorti 13 ans après la fin de la série, mais ça me paraît peu probable car il ne semble pas y avoir une forte demande du public pour ça, et dans tous les cas, pas forcément souhaitable. Après plus de 30 ans, la franchise est à bout de souffle. Elle a su convaincre qu'elle avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées à mettre en scène, qu'elle était étonnamment capable de préserver son âme malgré le temps qui passe et les codes d'animation jeunesse qui changent, mais même ça ne peut pas durer éternellement. C'est quand même incroyable de penser que c'est une franchise de films pour jeunes enfants qui s'étale sur 28 ans, 1988 à 2016, qui a traversé des périodes très diverses en termes de films et séries d'animation, et qui a quand même réussi à garder le même état d'esprit, le même dosage sérieux-humour, qui a même osé reprendre des chansons de films des années 90 dans sa série de 2007, y inclure des références, alors que son public de l'époque avait grandi depuis longtemps et était sûrement passé à autre chose. Elle a eu foi dans le fait que la jeune génération aimerait ses personnages et regarderait assidûment une grosse dizaine de films. C'est assez monumental, et même si c'est clairement pas une bonne chose pour une franchise d'être aussi longue, ça donne quelque chose d'assez unique et ça laisse sans voix. Je ne sais pas comment conclure. Oh, je ne peux pas dire ce que tu as envie de conclure, mais ça mérite qu'on s'en souvienne. Parfois les franchises durent, c'est triste mais c'est vrai. Cependant je suis sûre de l'aimer à jamais. Et même si elle s'égare à courir trop de voies, je continuerai à croire que je ne la perds pas. Car ça mérite qu'on s'en souvienne. C'est une très belle saga. Elle nous a vus grandir Et a guidé nos pas. où que l'histoire nous mène. Et même s'il y a des aliens, le petit dinosaure mérite qu'on s'en souvienne.